Prenons le chat, mais non en vidéo. Ok. Pas d'événement, ok, chat. On vous entend. Ok. Alors, bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. On est juste en train de régler quelques derniers trucs. C'est les aléas du direct, comme on dit. On va attendre de toute façon juste un petit peu que les gens commencent à se connecter. Entre-temps, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est ça. All right. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Non. Alors, c'est quoi le problème au niveau animation? Tic tac, tic tac, comment on fait? Bon, le problème technique, c'est qu'en animation, on va essayer de régler ça rapidement. Je regarde par rapport aux animations. Pourquoi? On attend encore un petit peu que tout le monde se connecte. On vous voit et on vous entend. Magnifique, c'est top. Clac. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Alors, est-ce que... Ça y est. Ah, ouf. Je regarde. Il faut en fait que je trouve les participants par leur mail, donc c'est un petit peu plus compliqué. Ah, voilà. Yanis, t'es là. Faut que j'arrive à la retrouver à chaque fois. Alors, il y a... tac, tac. Il y a... je suis là. Ah, alors, il faut que j'arrive à cliquer là. Autoriser. Voilà, c'est ça, c'est les autorisations qui font que ça bug. Voilà, là c'est bon pour Audrey. Normalement, moi aussi je suis là. Top, go. Yanis, tic et tac. Voilà, vous allez apparaître au fur et à mesure.
Ah oui, Ça y est, on y est. On est arrivé. Ça prend forme. Bonjour, ça marche. là je dis oui. Alors, tac, 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 tac. En attendant Et que ça donc, commence, Sébastien, j'étais à Bruxelles il y a une semaine. hop, Petite pensée pour toi. Elsa, oui, j'active génial, aussi l'audio Ouais. et la caméra. C'est OK? Et je vais y habiter mi-janvier. Ah, mais c'est bon, c'est autorisé. C'est autorisé, ferai ça, c'est autorisé. OK, c'est bon, on est je OK. ferai la visite. Yes, cool. Bon, bah, parfait, on est au complet. Ok, tout le monde est là, magnifique, super. On a réussi. Parfait. On est bon, c'est bon. 10h08, 8 minutes de décalage, mais Non, mais de toute façon, le temps que les gens se connectent, je sais pas si on attend encore genre 2 minutes, on commence à 10h10. Enfin, comptons. allez, c'est parti. Bon, déjà, dites-nous dans le chat si tout le monde va bien ce samedi matin. Ce serait pas mal de savoir un petit peu votre mood. Nous, tout va bien de notre côté. Yes. De quelle ville vous venez un peu? Est-ce Yes. que... Votre profession, ce que vous faites. Yeah. Ce que vous faites dans la life. Du coup, je reviens, Elsa, on a vu votre participation, c'était un congrès il n'y a pas longtemps, je crois. Comment ça s'est passé? Oui, le congrès français de psychiatrie. Yes. C'est ça. Oui, Sébastien y était aussi, comme Cool. spectateur. Et c'était bien. C'était bien. Après, c'était beaucoup des neuropsychologues qui étaient présents et peu de psychiatres, mais en même temps, le créneau n'était pas idéal. Mais c'était intéressant. Les échanges avec la salle étaient chouettes. Cool, en tout cas, sur photo, ça avait l'air cool. Vous étiez... Ah oui, parce que l'OFPN tenait un stand, enfin, on tenait un stand Oui. à ce congrès et l'OFPN est partenaire un des partenaires du CFP. Du coup, on avait fait gagner des places et le défraiement à nos adhérents. On avait eu donc la possibilité de faire un symposium, on avait eu tous les accès gratuits à toutes les séances. Voilà, c'est l'avantage de faire partie de cette association. Si vous êtes neuropsychologue dans le chat, adhérez. Adhérer à l'OFPN. Il faut y aller, il ne faut pas hésiter. C'est important les associations, le partage de réseau. Mais bien sûr, c'est important. Le 77 près de Mickey. Cool. À Mulhouse. Et il y a des étudiants. OK. Trop cool. Neuropsy, M de psycho. Coach en Belgique. Belgique. Wow. Toute la France. Magnifique. Yes. Je suis en dernière année de préparation en tant qu'éducateur spé. D'accord. Cool. Belge. Allez. Psychomotricienne. Oui. Yes. Sainte-Maxime. Oui, il est 10h10 là, non? Ouais. Allez. On commence. On va peut-être se présenter. Comme ça, on fait un petit tour de table, comme on dit. Pour que tout le monde dans le chat aussi sache qui est qui. Qui veut commencer? Qui se lance? Honneur aux dames. Je vois plus le machin. Attendez. Bon, qui veut se lancer? 1, 2, 3. Le grand Ah, Marc. Edwin, t'as l'air chaud. Bon, allez, je me lance. Hein. Bon, alors, je m'appelle Edwin Aoun. Je suis psychologue clinicien spécialisé en neuropsychologie, donc de formation. Je suis aussi cofondateur donc, de Neurobase, on en parlera ultérieurement. Et puis voilà, j'organise avec Yanis donc, et nos autres participants et intervenants ce gala qu'on attend depuis tant. Voilà. Grave. Ça fait un moment qu'on en parle, on en parle. Alors, j'ai des notifications en même temps, je suis désolé. Yanis, si tu veux prendre le relais. Allez, à moi. Hop, par rapport à ça. Tac. Donc du coup, je me présente, je suis Yanis Baumal, je suis psychologue, neuropsy aussi, diplômé depuis 3-4 ans maintenant, d'un master à Montpellier, donc dédicace à tous ceux qui ont fait le master à Montpellier. Voilà, on a confondé Neurobase avec Edwin, donc c'est un logiciel qui permet de gérer les temps de rédaction, l'organisation au travail, etc. Et voilà, en ce moment j'habite dans le sud. Et puis cool quoi. Voilà pour ma présentation. Qui veut se Christophe, présenter?
Bonjour à Yes. tous. Christophe Buffavant, donc je suis ergothérapeute, je suis sur Lyon. Je suis aussi instructeur au premier secours en santé mentale, donc du coup une formation qui est à destination du grand public. Instructeur, c'est formateur, donc sur le programme adultes et jeunes. Et puis administrateur de la NFE que je représente aujourd'hui. Donc bonjour à tous et merci d'être là. Merci à toi. Qui prend le relais? Elsa, qu'on a déjà un peu présenté. Oui, du coup, Elsa Herbeau, psychologue spécialisée en neuropsychologie et vice-présidente de l'Organisation française des psychologues spécialisés en neuropsychologie, donc l'OFPN, ce matin. Voilà. Ok, cool. Yes. Hop. Bon, Monsieur Sarlet. Donc Sébastien Sarlet, neuropsychologue, psychologue spécialisé en neuropsychologie pour ceux qui préfèrent. Moi, j'ai exercé en France et en Belgique. Et depuis 3 ans, j'ai développé des outils en réalité virtuelle pour faciliter le diagnostic et la prise en charge des patients avec troubles cognitifs. Voilà. Yes. Cool. Super. Audrey, peut-être. Audrey, yes. Ou Nicolas. Ok, bonjour, je suis Audrey. Donc je travaille en Isère. Je suis orthophoniste, titulaire d'un PhD en sciences cognitives et je donne aussi des formations continues pour les orthophonistes. Voilà. Et je travaille en cabinet libéral depuis 2015. C'est des fois, il y a des sujets de formation ou un thème particulier que j'enseigne? Oui. Moi, je suis plutôt dans le domaine de la thérapie oromyofonctionnelle, dans tout ce qui touche les fonctions de la face, la mastication, la déglutition, la succion. Et je donne 2 formations, une centrée sur les troubles de l'articulation dans ces pathologies-là, et une plus centrée sur le bébé qui a des troubles de la succion. Voilà. Ok, super. Ok, parfait. Nicolas Rénal. Donc bonjour, Nicolas Rénal, je suis psychomotricien et je suis secrétaire général de la Fédération française des psychomotriciens. Très bien. Clair, direct, efficace. Lucie Thomas, je ne sais pas si... Oui, yes, le micro a été coupé. Oui, bonjour, donc Lucie Thomas, je suis psychomotricienne en libéral et j'assure les TD d'enseignement du bilan NPMOT aux étudiants de l'IFP de Lyon. D'accord, ok. Ok, super. Ok. Bon, alors, si on parle de pourquoi on est arrivé à faire ce cas-là, exactement. pourquoi on est là aujourd'hui aussi, qu'est-ce qui a fait le cheminement qui fait qu'aujourd'hui on est réunis 4 professions comme ça. Yes. Allez, je me lance. Allez, go. Du coup, alors comme on vous l'a dit, on a créé un outil qui s'appelle Neurobase, donc qui est destiné aux psychologues neuropsy au début, donc ça parlait de la rédaction. Et en fait, en échangeant avec énormément de neuropsy au début et après des psychologues, on s'est rendu compte que la problématique des rédactions longues, etc., touchait aussi les psychomotes, les orthophonistes. Donc, on s'est mis du coup à discuter avec des orthos, des ergots, des psychomotes. Et en fait, on s'est rendu compte que, bon, déjà de une, la rédaction, c'était une problématique commune, mais qu'il y avait plein d'autres problématiques qu'on avait en commun. Et on s'est dit, ben, on va faire un événement inédit où on va regrouper toutes les professions, parce qu'on a beaucoup de similarités, et on va parler sans tabou de tous ces problématiques, donc que ce soit au niveau de s'installer en libéral, est-ce que c'est rentable, par exemple l'organisation, comme on avait parlé un peu avec les invités en amont, de toutes ces problématiques-là. Et donc, on en est là aujourd'hui. En fait, on va parler de nous, quoi, tout simplement. C'est souvent un peu délaissé. On parle souvent de patients, de notre clinique, de telle ou telle thématique en particulier. On fait des formations, etc. Donc, c'est en soi génial. Mais c'est vrai qu'on pense pas des fois assez à nous, à notre qualité de vie au travail, etc. Du coup, on s'est dit qu'on allait organiser un gala autour de ça. Donc là, ce que vous voyez ici en fond, c'est un post que Yanis avait fait sur LinkedIn. À la base, c'était destiné donc aux neuropsy, et on s'est rendu compte, on voit ici que ça fait plus de 41 000 impressions, et ça c'était un moment déjà,
Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres professions également qui étaient touchées par des problématiques de rédaction, de temps, etc. Mais pas que. Donc, on a discuté, comme disait Yanis tout à l'heure, d'un peu de tout ça, du quotidien, en fait, et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup plus de problématiques que ce qu'on pensait. Du coup, aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait faire un truc comme ça, où tout est permis. On va parler de tout, des sujets tabous, de ce que vous voulez, de problématiques que vous rencontrez au quotidien, voir si d'autres professionnels ont déjà mis en place des stratégies pour répondre à ça ou pas. On va parler de rédaction. Donc, on fera des topos un petit peu en fonction des professions, etc. On fera un point sur les nouvelles technologies. Qu'est-ce qui est en place, qu'est-ce qui a déjà été créé potentiellement, qu'est-ce que vous avez déjà utilisé pour optimiser votre quotidien. Donc, voilà, on va vraiment évoquer différents points, on va faire ça sous forme de débat, de questions-réponses, de rendre un peu les choses interactives. Est-ce que c'est clair? Dites-moi dans le chat si c'est clair pour vous. Si c'est pas clair, on essaie de rediscuter tout ça. Aujourd'hui, on a le droit de se plaindre en groupe. Pas de problème. Il y a quelqu'un qui fait des travaux là. Oui. Il y a quelqu'un qui bosse pendant que. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est zéro tabou. On est là pour parler de tout, surtout des choses qui, comme il a dit Edwin, on parle tout le temps des formations des patients. Et là, on est vraiment. Bon, les patients, ça fait partie de notre job aussi, mais parler de nous, comment la qualité au travail, hyper important. Bilan de fin d'année, quoi. C'est ça. Alors, on va peut-être commencer dans un premier temps, si vous êtes d'accord, de parler un petit peu de la rédaction, avant de vraiment rentrer dans le détail de la qualité de vie au travail, etc. Parce que, en fait, dans la vie de tous les jours, on n'est pas souvent oudoutins en communication. C'est-à-dire que, on va dire que moi, en tant que neuropsy, j'ai pas tous les jours soit des orthos, soit des psychomotes ou des ergots au téléphone, etc. C'est notre mode de communication, on va dire, le plus fréquent, c'est des bilans qu'on voit sous les yeux, c'est des rapports, etc. Donc, si vous êtes d'accord, on commence peut-être à parler un petit peu de rédaction. Voilà, peut-être que Nicolas, je ne sais pas si vous voulez prendre maintenant la parole par rapport à On parler. Par un petit contre, point étant donné sur. qu'on ne peut pas avoir plus de 6 caméras ouvertes, il faut qu'il y en ait une qui soit éteinte. Merci. Ah, Alors, d'accord. j'éteins la mienne. Tout le monde va Ok. l'éteindre du coup. C'est bon. Voilà. Ah, super, parfait. La question du compte rendu, c'est un élément qui est absolument essentiel, notamment dans les professions paramédicales qui exercent sur prescription médicale. Tout simplement parce qu'en fait, c'est une obligation légale. Il faut savoir que dans le Code de la santé publique, il est bien précisé que le patient et son entourage doivent obtenir une information mesurer et adapter leur capacité de compréhension. Et que ça doit être fait dans le cadre d'un entretien individuel, donc c'est une obligation légale, et qu'il doit y avoir une trace. Donc, par définition, le compte-rendu est obligatoire. Et c'est quelque chose qui est d'autant plus important aujourd'hui qu'on est en train de faire une bascule très importante au niveau du numérique en santé, qui a été renforcé notamment, tout le monde le sait, par la crise Covid. On a eu un certain nombre d'éléments qui ont évolué. On a le télésoin qui s'est mis en place en parallèle de la télémédecine. On a aussi de plus en plus de structures, de plateformes dans le médico-social qui commencent à se développer. Vous avez le développement de l'espace numérique en santé. Vous avez un certain nombre comme ça de supports numériques qui se développent. Et donc la question du compte-rendu écrit, c'est quelle valeur il a, où est-ce qu'on le met, et comment doit-il être structuré. Donc, la première chose à savoir, c'est que c'est une pièce de dossier médical. Ce qui veut dire que tout ce que vous mettez dans le compte-rendu doit être lu, lisible en tout cas, et compris par la personne à qui elle est adressée, c'est-à-dire le patient et son entourage. Donc, c'est la première chose. La deuxième, c'est que le compte-rendu, en tout cas, je vais donner quelques éléments, mais je pense que ça ne vaut pas que pour les psychomotriciens. Le compte-rendu, c'est à la fois une description et une analyse. C'est-à-dire qu'on doit rendre compte de ce qu'on a mesuré, de ce qu'on en a observé, de ce qu'on en a pu comprendre pendant les temps d'évaluation. C'est un élément qui est absolument essentiel, puisque le principe, c'est qu'il doit toujours à peu près y avoir dans un compte-rendu
deux parties. Une partie qui est descriptive et plutôt narrative, qui va expliquer et rendre compte des procédures qui ont été mises en place pour pouvoir évaluer un certain nombre de phénomènes ou de fonctions humaines. Et derrière, une analyse qui doit permettre de comprendre comment ces différentes évaluations forment un tout cohérent et rendre compte en fait du fonctionnement de la personne, ou tout du moins via le sujet qui est le nôtre, la psychomotricité pour les psychomotriciens, l'ergothérapie, la psychologie, etc. Donc le principe en fait c'est celui-là. Et ce qu'il faut garder à l'esprit aujourd'hui, c'est que le caractère transmissible du bilan est quelque chose qui est absolument essentiel. Il faut savoir que cette pièce, que je le redis, qui est une pièce du dossier médical, elle appartient au patient. Elle n'appartient pas à celui qui l'écrit. Donc voilà, ça c'est les éléments de base déjà pour pouvoir parler de ce que c'est concrètement qu'un compte-rendu de bilan. Yes. Ok, super. Ouais, cool. Est-ce que vous avez des questions dans le chat? N'hésitez pas, si vous voulez qu'on puisse répondre, si vous avez des remarques, des observations, quelque chose que... Du coup, je me souviens, il n'y a pas longtemps, je crois que je regardais d'ailleurs, c'était fait par l'OFPN, une conférence sur le bilan neuropsychologique. Et en fait, ils expliquaient que, un peu comme disait Sébastien, que c'était le compte-rendu, il était destiné aux patients et que souvent on l'oubliait. Et qu'en fait, la manière que le patient, enfin, en gros, pour dire que le plus important pour que le patient, c'est que le compte-rendu soit compris par le patient. Et la meilleure manière de rendre un compte-rendu compréhensible par le patient, c'était de mettre des graphiques et de faire des phrases courtes, etc. Et c'est vrai que, comme l'a dit Nicolas, des fois on oublie qu'il n'est pas destiné aux autres professionnels à 100% tout le temps. Et on fait des phrases hyper compliquées, des anamnèses de 6 pages. Alors qu'en fait, le patient, lui, ce qu'il veut, c'est vraiment la finalité et qu'est-ce qu'il peut en faire, quoi. Donc je pense que c'est un élément hyper important à souligner qu'il est destiné aux patients en priorité, effectivement. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. En fait, au niveau du FPN, c'est ce que rapporte Nicolas et Yanis aussi. C'est des choses ce sont des choses qui ont été remarquées parce que pour le congrès de Nancy de 2023, donc le congrès national des neuropsychologues, qui est ouvert aussi à d'autres professions, et surtout en lien avec la crise Covid, on a mis comme thématique à notre congrès la neuropsychologie de demain, c'est samedi, évolution et innovation. Et en fait, il y a deux grosses thématiques qui rejoignent exactement ça. C'est la vulgarisation. On va faire venir des podcasteurs et un youtubeur spécialisé dans la cognition qui en ont fait leur métier, parce que c'est vrai que c'est, et je pense que c'est le cas des autres professions, c'est qu'on doit vulgariser des connaissances qui sont parfois très techniques et très jargonisées, mais on n'est pas formé à ça au niveau des universités. C'est vrai. Et dans le bilan de demain, c'est aussi de prendre en compte l'outil Internet, par exemple, que ce soit en orthophonie, en neuropsychologie. Quand on explique une notion compliquée, est-ce qu'on a possibilité de mettre des liens URL dans le compte rendu pour que les personnes puissent cliquer sur des extra-liens qui permettent de réexpliquer de façon plus ludique un trouble, une notion complexe. Et il y avait une autre partie, on a aussi une grande thématique, ce sera sur la téléconsultation, parce que comment faire une restitution de bilan, par exemple, ou une séance de rééducation quand on est à distance, et pas juste de l'aspect impactant, mais aussi quel avantage ça peut avoir si on utilise correctement l'outil numérique. Donc, c'est des perspectives, mais c'est vrai que ça se discute et ça se réfléchit, parce que ça fait un peu preuve à la créativité de chacun, vu qu'on n'a pas, j'imagine que tout le monde ici n'a pas été formé à cet usage. Il y a effectivement beaucoup de bricolage aussi par rapport à l'enjeu de faire comprendre ce que l'on fait et puis ce qui sera mis en place, parce que finalement, tout ce que l'on fait, ça va être au service de quelqu'un. Donc, s'il est complètement perplexe face à la complexité, on perd une partie de la relation. C'est clair. D'ailleurs, juste je fais une... Oui, pardon. Allez-y. Sachant que, comme je disais tout à l'heure, vous avez, en tout cas pour les professions auxiliaires de médecine, c'est une obligation légale. C'est-à-dire qu'on doit non seulement faire le compte-rendu, mais le compte-rendu ne suffit pas. Il doit y avoir un entretien. C'est-à-dire qu'on doit avoir la personne en face de nous, d'une, et on doit lui expliquer
de façon suffisamment compréhensible par lui ou par son entourage ce qu'on va proposer. Et ça, c'est une obligation. C'est-à-dire que le compte-rendu, par définition, dans le cadre légal, dans le Code de la santé publique, il est bien dit que c'est pour le patient et qu'il doit faire l'objet d'une explication. Il n'est pas possible, aujourd'hui, d'un point de vue déontologique, de dire que je fais un compte-rendu, je l'envoie au patient, c'est terminé. C'est pas possible. D'un point de vue, on peut nous le reprocher parce qu'en fait, l'article, en l'occurrence, c'est le 1111 et suivant du Code de la santé publique, et il précise bien tous ces éléments-là. Et donc, ce que dit Christophe, c'est pas juste un choix, c'est une obligation qui s'impose à nous. Tout à fait. Oui, yes. Juste, je vais faire une petite parenthèse par rapport à ce qui a été dit, par rapport à tout ce qui est un peu de vulgarisation un peu du jargon, notamment des termes qu'on peut utiliser dans le compte rendu aussi. Je fais une petite juste parenthèse par rapport, par exemple, à Neurobase. On a mis un choix possible dans le compte rendu de mettre un pied de page, par exemple, avec un QR code qui envoie vers une vidéo explicative des différentes fonctions, etc. Donc, on essaye d'apporter aussi des petites pièces comme ça en plus. C'est optionnel, bien évidemment, pour essayer aussi de faire en sorte qu'au-delà de la restitution, on va dire entretien, etc., il y ait en post-entretien, plus tard, une semaine, un mois, 2, 3 mois après, toujours la possibilité de revoir certaines notions de manière simple et efficace. Et oui, c'est ça, parce que entre nous, quand on met par exemple 5-4 heures à rédiger un compte rendu et qu'on en a 3, avoir de la créativité et tout, là on dit il n'y a pas de tabou, on se dit tout. Donc avoir de la créativité et tout, c'est hyper cool, mais en vrai, dans la pratique, il faut aller chercher des infos un peu de partout, il faut aller chercher des images, il faut créer des liens, il faut aller. Donc c'est pas tout le temps évident. En plus, comme l'a dit Elsa, on ne nous l'enseigne pas à l'université de faire de la créativité, d'aller faire de la vulgarisation comme ça. C'est vrai que c'est à nous de le faire, c'est hyper important. Et à comment trouver ce temps de le faire et surtout que ce soit duplicable à tous les patients, quoi. Moi, j'ai une question pour Nicolas Oui. Rénal, parce que du coup, tu disais qu'il faut justement transmettre, c'est une obligation aux patients, etc. Très bien, moi, j'ai aucun souci avec ça. Après, moi, ma question que je me pose, c'est dans quelle mesure ces bilans, ces restitutions peuvent ou doivent être renvoyées à d'autres institutions en fonction de certains aspects. Exemple, moi, une fois, j'ai récupéré un patient d'un autre hôpital et donc j'ai demandé ce bilan et on m'a clairement répondu que le patient ne l'avait jamais eu, donc le patient ne pouvait pas me le transmettre. Et l'autre professionnel m'a dit, mais non, c'est mon bilan, tu fais le tien. D'accord. Il y a deux types de réponses. Déjà, les personnes à qui on doit le transmettre en dehors de la famille, c'est le prescripteur, c'est une obligation. C'est-à-dire que la personne, le médecin chez nous qui a prescrit le bilan psychomoteur, doit recevoir le compte-rendu. C'est pareil pour les orthophonistes, les ergothérapeutes. Donc, à partir du moment où il y a une prescription, il y a une commande d'un acte, le médecin doit avoir un compte-rendu de l'acte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la transmission du bilan et en dehors du prescripteur et de la responsabilité du patient ou de son représentant légal. C'est lui qui peut dire si effectivement il souhaite que vous le transmettez à telle personne, telle personne. Vous ne pouvez pas transmettre un bilan, un compte-rendu de bilan à n'importe qui. Vous devez toujours avoir le consentement de la personne qui a été le sujet de ce bilan. Concernant la récupération des bilans d'autrui, si c'était fait par quelqu'un d'autre, là encore, c'est pas à un professionnel de dire s'il donne ou s'il ne donne pas son bilan. C'est à la famille de décider. Alors, mais... Tout ça, c'est la loi du 4 mars 2002, c'est la loi Aubry sur les droits du patient. Alors, ouais, ça très bien, mais du coup, tu parles de prescripteur. Le problème qu'on a, nous, en neuropsy, souvent, c'est qu'on n'a pas de prescripteur. Il n'y a pas un médecin qui vient en nous disant il faut que le patient, voilà la prescription, etc. Donc, on n'a pas. Je pense qu'on est. Ma question, c'est est-ce qu'on est aussi dans ce truc de prescription? Et du coup, qui est le prescripteur? Est-ce que c'est le médecin chef de service où le patient rentre dans des conventions, etc. Quand vous êtes dans le cadre d'une institution, vous êtes soumis aux règles de fonctionnement de l'institution. À partir du moment où vous êtes dans cette institution, je ne parle pas du cadre libéral, vous avez donc un supérieur hiérarchique ou un collègue. Et donc, les informations que vous mettez rentrent dans le cadre de la gestion du dossier médical. Donc, vous êtes soumis aux mêmes obligations lorsque vous êtes dans une institution. Lorsque vous êtes en libéral, c'est totalement différent, puisque par définition, d'un point de vue strictement légal, il n'y a pas de prescription à proprement parler.
Étant donné que vous n'avez pas le statut en tant que psychologue d'auxiliaire médical, vous n'êtes pas tenu par les obligations du Code de la santé publique en la matière. Ok, super. Donc la seule chose qui vous tient, c'est votre déontologie. C'est ça. Ok, ça va, bah Ça, c'est merci. ça. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? N'hésitez pas si vous avez une question par rapport à tout ça. Alors, on me demande si c'est la même règle en Belgique. Alors, je sais pas du tout. Alors là, Bastien pourra peut-être nous aider. Et du coup, dites-nous un peu, est-ce que vous avez réussi, vous, à être créatif, est-ce que vous avez réussi à vulgariser un peu vos restitutions? Comment vous vous organisez pour que le patient comprenne réellement le compte-rendu, quoi? Dites-nous un peu dans le chat. Après, je ne sais pas si vous, les invités, si Nicolas, par exemple, il y a des membres de ton association qui ont réussi à faire des trucs sympas, ou Christophe, ou Alors, vous nous, on avez a des des... trames. On a des trames très préparées. Ouais. D'accord. Après, tu parlais de créativité. La créativité, elle est dans l'analyse. Elle n'est pas dans la partie descriptive du bilan. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va rédiger un bilan, on a une trame avec quasiment toutes les fonctions qu'on a l'habitude d'évaluer. Derrière, on va pouvoir voir les éléments en matière de mesure, c'est-à-dire combien de déviations standards, combien d'écarts types, etc. Bon. Et derrière, on a une partie d'analyse qui est en fait une sorte de synthèse de tout ce qu'on a dit par avant. C'est-à-dire que dans l'analyse, on va reprendre tous les éléments de mesure qu'on a effectués, les observations, et donc on va les structurer pour rendre compte de la compréhension que nous avons de la situation, au sens général du terme, et pas simplement petit bout par petit bout. Donc on fait un peu un travail de cuisine qui fait qu'à chaque fois, chaque compte-rendu va être strictement individualisé et personnalisé. Voilà. Donc, et ce qui compte principalement, quand on fait, moi je parle là maintenant de ma pratique quand je travaillais en libéral, je présentais toujours le bilan, je leur donnais aux parents, j'expliquais le cadre légal en disant c'est une pièce de dossier médical, vous en avez la responsabilité, tatati tatata, d'accord, vous êtes libre de le donner à qui vous voulez, mais je n'ai pas le droit de le donner sans que vous soyez d'accord avec ça. Donc, rappelez le cadre légal, qui est une première chose très importante. Et derrière, de dire ce qui est important, c'est l'analyse. Il y a un certain nombre de chiffres, machin, etc. Si vous voulez, on regarde, je vous explique, il n'y a pas de souci, mais qu'est-ce qui vous intéresse, vous? C'est-à-dire que dans le travail de restitution, il s'agit d'une part de voir si on répond à la demande initiale de la famille, parce que les gens qui viennent vous voir, c'est qu'ils ont une demande, d'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'au travers de votre bilan, vous allez pouvoir éventuellement confirmer la demande, puisque la demande correspond à des besoins. Mais vous allez pouvoir aussi identifier des besoins nouveaux qui n'étaient pas conscients par la famille. Auquel cas, vous allez avoir un travail qu'on peut appeler d'enrichissement de la demande. C'est-à-dire qu'au travers de l'analyse que vous allez rendre, vous allez voir si la demande de la famille évolue en fonction des besoins qui n'étaient pas identifiés par la famille, mais que vous avez révélés par le biais de votre évaluation. Et c'est ça, en fait, le travail. C'est-à-dire que quand on fait ce travail de restitution, on rend compte de notre analyse et on co-construit avec la famille le projet qui va suivre derrière, si jamais il y a un projet. Et il faut savoir que dans un certain nombre de cas, ce travail de restitution a la fonction thérapeutique suffisante pour résoudre le problème. Oui, la restitution résout le problème. C'est hyper important. Oui, j'aimerais rebondir sur ce que vient de dire Nicolas, parce que il y a eu donc au Congrès français de psychiatrie, l'équipe de Lille, qui est une équipe qui travaille essentiellement en psychiatrie avec Sylvain Ponzel et Marina Pivette. En fait, ils ont fait le même travail, mais qui ne vient pas que de la France, sur l'importance de la restitution et le fait que la restitution, ce n'est pas une démarche unilatérale, ascendante sur les personnes, mais que c'est vraiment un travail de co-construction de qu'est-ce que la personne comprend, qu'est-ce qu'elle juge important, parce que c'est souvent un décalage qu'on remarque de voilà, l'équipe thérapeutique constate que le plus gros problème, je sais pas moi, c'est les troubles de la mémoire, alors que ce qui dérange le patient, ça va être le fait qu'il perd tout le temps ses clés, mais pas le reste, en fait. Ou le fait qu'il n'ait pas d'amis, alors que c'est pas ça ce que l'équipe considère comme plus grave. Et donc, c'est important de construire pour que la démarche thérapeutique derrière soit beaucoup plus efficace. C'est la notion d'empowerment, notamment en psychiatrie, qui est beaucoup utilisée, mais parce que c'est souvent, enfin, je ne sais pas quelle est la pratique des spectateurs, mais une démarche de voilà les résultats, on vous l'explique pour que ce soit assez clair, et puis voilà, un peu comme une parole divine où c'est pas discutable ou contestable,
Et donc, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir être dans une dynamique plus égalitaire avec les personnes où elles ont leur mot à dire en fait sur ce qui est dit et un droit de correction aussi. Parce que souvent, on rédige nos bilans avant l'entretien, mais si une personne n'est pas d'accord avec certaines formulations, elle devrait pouvoir au moins y émettre un commentaire ou faire part de son avis et qui apparaisse aussi à l'écrit. Après, c'est un avis personnel. Je ne sais pas si légalement on est tenu à ça, mais dans une démarche d'accompagnement, c'est peut-être plus sain. Mais effectivement, c'est cette question-là du choix qui est laissé aussi au patient sur son point de vue, sur ce qui lui paraît prioritaire. Moi, je veux bien dire c'est quelque chose, mais vraiment j'entends plus important. rien. Vous Ah, m'entendez? on Oui, t'entend, oui, Lucie. on t'entend. Ouais. Bon, bah, alors, je sais pas, quand j'ouvre mon micro, je vous entends plus. Bon, Euh, juste pour dire que pour moi, ça se construit aussi au moment du bilan. Et il y a quelque chose que je fais depuis quelque temps que je ne faisais pas au début de ma pratique, c'est qu'avec les enfants notamment, j'invite maintenant les parents à assister au bilan. Et je trouve que c'est très riche parce qu'au moment de la restitution, ils ont vu de quoi on parle. Surtout qu'il y a quand même pas mal de jargon quand même de jargon pro dans la restitution. Et si on veut, même si on essaye de simplifier, de rendre les choses accessibles, c'est quand même beaucoup plus simple quand ils ont vu ce qui se passait. Eux-mêmes, les parents peuvent me faire des retours sur des observations qu'ils font où ils ne pensaient pas que ça serait autant difficile pour leur enfant ou aussi facile, où ils s'attendaient que ça sera plus compliqué, puis finalement non. Et puis, eux-mêmes, parfois, refont les épreuves quand c'est possible pour voir ce que ça leur fait à eux et essayer de comprendre ce qui se passe. Et des fois, il y a vraiment des moments de dialogue qui apparaissent pendant le bilan, qui vont éventuellement être pris dans la restitution. Mais du coup, pour moi, la co-construction et le travail de restitution, il se fait du coup déjà même au moment de la passation du bilan. C'est vrai, yes. Je veux parler de mon expérience personnelle. Je travaillais en CMPP, donc il n'y a pas si longtemps. Et en fait, au fur et à mesure, on fait beaucoup de bilans en CMPP, et au fur et à mesure qu'on fait, on a la tête dans le guidon et toutes ces notions de vulgarisation, de créativité et tout, en fait, on est tellement dedans que ça passe à la trappe. Et quand on prend un peu de recul, on se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que réellement il a compris ce que j'ai écrit? Est-ce que réellement il a compris notre échange de restitution? Et c'est pour ça que c'est hyper important des fois d'en parler et de prendre du recul, de se dire, mais est-ce que ce que je fais, c'est pertinent, quoi? C'est vrai. Moi, dans mes premières rédactions que j'ai pu faire de bilan, on m'avait déjà fait remarquer qu'au final, et concrètement, qu'est-ce qu'il en ressort de ce bilan? Tellement, au début, je sortais des études, j'étais concentré sur rédiger le truc le plus parfait possible, etc., avec les termes les plus précis, etc. Et hop, pourquoi ça a changé? Pas encore. Hop, on va rester sur ça. On revient sur ça juste après. Et au final, je me suis rendu compte que oui, il faut penser à essayer de rendre les choses les plus compréhensibles possibles par la personne qui demande tout simplement ce bilan. C'est vrai. Et c'est vrai que après, une fois qu'on est dedans, quand on a 10, 12 comptes rendus de retard, ça commence à être un peu compliqué. Et pourtant, c'est la base de notre métier, quoi. Être compréhensible, que tout le monde nous comprenne, que le patient il se sente impliqué, etc. Compris. Yeah. Donc, et qu'on essaie de trouver avec lui une solution qui lui convient. Ouais. Mais Alors, juste avant, oui, pardon, oui, d'où l'importance de la trame dont on parlait, certaines choses qui sont Oui. systématiques parce qui font Bien partie sûr. de l'identité de la profession, de ce qui est attendu aussi pour Bien sûr. simplifier et rendre vivable le quotidien de cet exercice. C'est sûr. Après, il y a des dimensions pour l'instant qu'on n'exploite pas, je pense, sur le versant numérique. J'imagine par exemple combien de personnes dans l'Assemblée ou ici ont des bilans adaptés aux tablettes, vous savez, avec des moyens de zoomer ou de déplacer, de scroller. Enfin, après, oui, on peut scroller un bilan, mais en gros, il y a aussi toute une question sur l'ergonomie du bilan qui est peu abordée parce que c'est pas tout à fait notre métier en vrai, mais comment on optimise l'expérience utilisateur
Et du coup, pour l'équipe Neurobase, ça parle un petit peu plus puisque Mhm. c'est votre cœur de métier. Oui. Mais je pense qu'en termes d'expérience utilisateur, même, pareil, c'est pas tout à fait notre champ de métier, mais ça se réfléchit. C'est comment un bilan est construit, ne serait-ce que visuellement, pour qu'il soit le plus clair possible, pour que les informations soient repérables, que les dimensions importantes soient mises en avant et utiliser des supports variés, que ce soit des images ou autres. Mais C'est il ça. faut avoir le temps de faire ça. Et puis, oui, il y a une question de créativité. Il peut y avoir une base standard de ça, mais on Oui. réfléchit. Enfin, personnellement, j'ai jamais réfléchi. C'est un peu une interrogation qui m'est venue maintenant, c'est avoir un bilan qui s'adapte au format tablette, téléphone, un format papier aussi, parce que si on fait des trucs super mais qu'on peut pas imprimer, ça sert à rien parce qu'on va pas pouvoir les transmettre en milieu hospitalier, par exemple. Donc je pense qu'il y a tout un champ assez intéressant de réflexion sur On cette vous montrera ça, si vous êtes d'accord. Pour Neurobase, on verra que ça s'adapte tablette, ça s'adapte papier, ça s'adapte ordi. On Mais verra ça. après, avec tout le contenu qui est fait sur YouTube, Ah oui. etc., je veux dire, on va taper mémoire de travail sur YouTube, il va y avoir un influenceur, un Instagrammeur qui a fait une vidéo hyper cool sur comment fonctionne la mémoire de travail, etc. Et je trouve effectivement, Elsa, qu'on n'exploite pas assez toutes ces ressources numériques, alors qu'en vrai, un jeune de 12-13 ans, on lui montre une vidéo comme ça, il comprend direct, quoi. Ouais. Et puis Et des son attention, elle... témoignages aussi. Vous voyez, Mm. c'est mettre plus, c'est mettre, enfin, c'est des envies hein, que dans ma pratique que j'aimerais mettre, mais mettre Mhm. systématiquement des témoignages YouTube, parce qu'en effet, sur YouTube, on trouve à peu près tous les témoignages de la Terre, pour que la personne Faire s'identifie. attention, quoi. Ça Ouais. permet aussi de comprendre ça permet aussi à la personne de comprendre un peu mieux parce que d'autres personnes parlent du trouble. Donc, pour l'engagement thérapeutique, c'est plus simple. Et puis, on sait que la mémoire, c'est de la répétition. Donc, même si le bilan est très bien expliqué en une fois, si on a plus d'un certain nombre d'informations importantes, ben, on dépasse la capacité de mémoire de la personne. Donc, l'idée, c'est aussi d'avoir des liens hypertextes pour consolider l'information avec des langages différents. Je ne sais pas si tu te souviens, Elsa, en parlant de vidéos, de vulgarisation, etc. Il y a un an et demi, je crois, on a McFly et Carlito qui, quand même, dominent la plateforme YouTube, ont passé un bilan neuropsychologique presque en. Alors, ils n'ont pas montré les tests, etc. Le problème, alors c'était super chouette pour dire aux gens que ça reste un moment, on va pas dire cool, mais c'est pas non plus le truc qu'on imagine. Ce qu'il y a, c'est que je trouve que. Alors, tout n'a pas été clairement bien expliqué. Ça a été aussi beaucoup l'occasion pour la neuropsychologue de montrer ce qu'elle pouvait faire et ce qu'elle prétendait pouvoir faire. Donc ça, on peut mettre de côté. Mais alors, vous orientez les patients vers des vidéos explicatives, etc. Ouais. Maintenant, lesquelles lesquelles sont bien construites, lesquelles sont bien faites, lesquelles vont être trouvées plus facilement par les patients. On dit, on tape mémoire de travail, on a plein de trucs. Mais qu'est-ce qui est qualitatif, quoi? Ça oblige la personne, quelle que soit la profession, à regarder au préalable les vidéos. Ah oui. Moi, je pense par exemple au podcast Neurosapiens. J'aime Mhm. beaucoup parce qu'elle fait pas mal de recommandations concrètes, c'est assez documenté. Après, pareil, on sent que c'est une professionnelle du terrain parce qu'elle vulgarise pas mal, mais on voit elle a une bonne maîtrise des connaissances. Donc, à mon niveau, c'est un petit peu difficile de juger si c'est accessible à tous, parce que de base, nous, on est déjà sensible à ce jargon. Donc, comment on peut estimer ça? Et puis, il y a aussi la question, je ne sais plus si c'était dans le chat, la question du droit. Alors, il me semble que quand c'est sur YouTube, vous avez le droit d'utiliser, mais encore, je ne suis même pas sûre que vous puissiez l'utiliser à des fins professionnelles. Mais, Donc, et je pense que ça se réfléchit aussi. Mais même si tu trouves la bonne vidéo, etc., le problème après, ça va être l'algorithme qui va venir croiser tes préférences avec ce que tu es en train de faire. Et rien ne dit que la vidéo suivante qu'il va te mettre en disant « Ah, ça m'intéresse, je vais aller plus loin », tu vas te retrouver avec… Mais justement, on est en train de lancer un projet là. En fait, en bas de chaque compte rendu, on veut mettre un QR code où, par exemple, en savoir plus sur les fonctions exécutives, la personne scanne ce QR code, il arrive sur une vidéo faite par un pro comme nous, qui a fait une vidéo, qui a vulgarisé, par exemple, les fonctions exécutives. Et on est en train de monter un projet, on cherche des psys, des ergots, des psychomotes, qui peuvent faire des petites vidéos de 2-3 minutes sur un sujet, sur la mémoire de travail, et qui permettent donc d'avoir du contenu vulgarisé, mais du contenu Professionnel. qualitatif et surtout contrôlé, fait par nous, par des pros. Ouais, Donc, mais s'ils sont chauds de faire des vidéos,
on est preneur. Au-delà du contrôle, qu'est-ce qui dit que toi-même, tu n'es pas non plus dans l'erreur et dans l'interprétation? Bien sûr. Il faut que ça soit basé en gros sur des recherches ou des choses comme ça. Ouais, mais tu vois, genre aujourd'hui, je suis quasiment sûr à, je veux dire, 95 et 95%, comme ça, j'englobe tout le monde, que si tu demandes à quelqu'un de parler de la mémoire de travail, professionnelle, pas professionnelle, je suis sûr à 95% que tu vas entendre parler du modèle de la mémoire de Baddeley, alors que même Baddeley lui-même a dit que son modèle, c'était un modèle qui a pu construire avec les éléments actuels. Aujourd'hui, on sait très bien, je ne dis pas qu'il est faux, je dis juste qu'il est plus d'actualité, sauf que et donc du coup, qu'est-ce qu'on amène là-dedans, sachant que même nous, même si on amène le truc à la pointe des recherches, est-ce que nous, on est aussi à la pointe de ces recherches-là? Et on parlait de ces questions de compte-rendu, alors ça va pour toutes les professions, hein. C'est qu'à un moment donné, on sort de l'université, on en a eu ras-le-bol, ça y est, on a fait 5 ans en plus pour certains, et toutes les nouveautés, toutes ces choses-là, en fait, c'est des choses qu'on doit continuer d'apprendre continuellement sur, alors, comment on vulgarise pour les patients, comment on co-construit avec, c'est ce que tu disais Elsa, c'est pour ça que ce symposium de l'OFPN était vraiment cool, parce que ça permettait aussi de se remettre un petit peu dedans, comme on dit, on a la tête dans le guidon, etc. Je pense qu'au-delà du simple fait de se dire, OK, comment j'écris mon compte-rendu, comment je fais, etc., cette question, même si elle se pose à titre personnel et professionnel, à un moment donné, il faut aussi pousser les professionnels à venir, alors au-delà de la remise en question, mais il faut aussi les orienter vers les bons outils pour eux pouvoir répondre à cette question eux-mêmes, et pas forcément leur mettre un peu ça en mode vraiment voilà la bibliothèque, etc., où vous pouvez piocher les vidéos dedans, ça c'est super chouette, etc. Mais je pense aussi que le professionnel, il doit aussi garder son lien spécifique avec son patient et lui trouver les choses qui vont l'attirer davantage, et qui va comprendre davantage. Pour moi, un bilan, ça se co-construit, un compte-rendu, ça se co-construit. C'est ce que disaient Sylvain et Marina à l'OFPN. Et moi, c'est quelque chose que même toi, Elsa, hein, je crois que tu en avais parlé avec ces patients-là. Si tu co-construis pas ton testing, ton hypothèse, ton compte-rendu avec ton patient, tu t'isoles complètement. Et je pense qu'on rate pas mal d'informations par rapport à ça. Et pas oublier que dans toutes les professions, c'est un dialogue, c'est un lien qui s'installe avec les patients. Et si on fait les trucs dans notre coin, en fait, finalement, le patient devient un client comme un autre, enfin, voilà, et ça glisse au suivant, comme on a dans les bilans de mémoire. Mais bon, donc voilà. Donc, moi, je pense que c'est bien toutes ces choses-là, mais à un moment donné, il ne faut pas non plus oublier le patient, la co-construction du patient. Qu'est-ce qu'il comprend, qu'est-ce qu'il veut comprendre aussi, et qui, quoi, comment, et cette question du secret professionnel, etc. Et voilà. Donc, c'est un peu. Je pense que c'est une boîte de Pandore. Hein. On va ouvrir, il va sortir plein de choses positives comme négatives. En fait, il ne faut pas oublier le patient, quoi. La plus-value un peu de ce côté un peu vidéo, etc., c'est surtout en post. Ça veut dire qu'on a eu on a travaillé avec le patient en co-construction, on a collaboré, etc., on a fait le compte-rendu, etc. Il y a tellement de notions qui sont vues en si peu de temps pour le patient ou la patiente, qu'une semaine après, ou un mois après, ou 6 mois après, la moitié de ce qui a pu être dit peut être passé un peu à la trappe. Donc le but, c'est aussi de se dire qu'il y a une façon rapide, interactive, amusante, ludique, de se remémorer quelques points. C'est vraiment ce côté-là qui était intéressant, bien évidemment que le lien et la co-construction priment par-dessus tout. J'en profite, c'est bientôt la fête, c'est bientôt Noël. Elsa voulait dire quelque chose? Ah oui, peut-être Elsa voulait dire quelque chose avant. Non, mais je rejoins tout à fait ce que disait Sébastien. Après, en effet, pour la dimension post, je sais que dans mes accompagnements, je donne des vidéos à regarder ou des articles à lire. Mais ça, c'est aussi tout le champ du bénéfice de l'écriture, des personnes de lire des choses et de réagir dessus directement, parce qu'on n'a pas trop parlé des usages des boîtes mail, de WhatsApp et ce genre de choses, mais avoir le professionnel... Alors, ça pose des questions aussi de pratique, comment le professionnel peut gérer ça, mais quand on est sur des suivis plus distanciés, comment la personne peut poser des questions à un moment donné. Si on fonctionne sur des formats numériques, et s'il y avait un commentaire qui était intéressant de dire mais on n'est pas là pour voir comment le patient réagit, parce que peut-être qu'il va comprendre enfin
Au contraire, il va comprendre tout différemment de ce qu'on souhaitait un lien, qu'il soit un article, une vidéo. Et du coup, c'est comment on accompagne à distance, surtout en cas de nouveau confinement, des connaissances, des compréhensions, et comment le professionnel se rend disponible pour ça. C'est ça, oui. Bon. Effectivement. Ok, c'était cool, c'était un sujet hyper intéressant, cette vulgarisation et ce contenu du numérique. C'est le cadre que tu en as évoqué au début aussi. De toute façon, il va falloir qu'on se mette à la page, etc. et qu'on renouvelle Bien sûr. notre pratique. Et c'est obligé. Sinon, si le patient évolue, mais que notre pratique, elle évolue pas, ben, ça va pas le faire. Mais Mm. c'est effectivement, c'est effectivement s'actualiser, c'est quelque chose qui permet d'éviter de tomber dans une routine ou de passer peut-être à côté du coup des besoins du patient, mais aussi des besoins de simplement ses besoins propres de professionnels, parce que on le voit en formation continue, le fait de se retrouver du coup sur des sujets de formation, de se nourrir finalement, ça permet aussi de nourrir une forme de qualité de vie au travail, de se dire bah, finalement, il y a encore des choses à découvrir, encore des choses à apprendre, et que en fait on évolue en permanence. Et du coup, Juste Christophe rajouter un petit truc. et Nicolas, est-ce qu'en ergo et en psychomote, il y a une obligation de formation continue? Le Oui, bien DPC, sûr. des choses comme ça. Obligation triennale, oui. Ah ouais, parce que genre, nous, en neuropsy, non, Elsa vous confirmera ou pas, mais moi j'ai l'impression qu'à part par obligation entre guillemets professionnelle et éthique, il n'y a rien qui nous dit il faut tous les X temps refaire un DU, une formation. Non, nous, c'est une obligation légale qui doit être vérifiée. Il y a des conseils nationaux professionnels qui sont créés pour pouvoir organiser les orientations prioritaires spécifiques aux professions, en plus des orientations prioritaires nationales. Je vais juste rajouter une chose sur la question de la transmission des données, puisque sur ces éléments-là, il faut se référer aux travaux de la HAS, parce qu'il y a des bonnes pratiques en matière numérique qui relèvent de la HAS, et il faut se référer à tout ce qu'il y a sur le site de l'ANS, Agence du numérique en santé. Parce que vous avez toutes les questions de la protection des données, la conservation, etc., le RGPD et tutti quanti. Et ça, la plupart des professionnels de santé ne le savent pas. Et donc, il faut se renseigner parce qu'on ne peut pas s'amuser aujourd'hui à communiquer avec un patient sur WhatsApp. Il faut savoir que, pour moi, j'en ai discuté il n'y a pas très longtemps avec des personnes de la Direction nationale du numérique en santé. Le simple fait de dire que quelqu'un est, par exemple, avec un diagnostic d'autisme, c'est une donnée médicale. Donc, quand vous dites une personne, c'est une personne autiste, vous donnez une information médicale. Donc, elle rentre sous le coup du secret professionnel. Et ça, il faut faire attention parce que beaucoup de professionnels ont tendance à faire un peu tout et n'importe quoi en conservant des fichiers sur leur ordinateur. Enfin, toutes ces choses-là, normalement, tout ça, ça doit être très, très cadré. Et il faut impérativement que tous les professionnels, d'une façon générale, fassent l'effort de lire les recommandations de l'autorité de santé en la matière, de regarder les préconisations aussi de l'agence numérique, de l'agence de santé numérique, et d'une façon générale, les différents documents qui ont été produits par la DNS. Sinon, on est hors cadre. Oui, la notion d'RGPD et du traitement des données. Oui. Ouais. Moi, je le vois puisque j'ai des données patients qui peuvent potentiellement circuler avec mes outils. Et alors, moi, je me suis mis aux normes RGPD, mais des fois, il y a des hôpitaux qui sont même pas du tout aux normes RGPD, et c'est un peu, c'est extrêmement compliqué de faire ça. Et après, juste par une question de simplification du travail, on fait sauter un peu ces normes RGPD, on fait sauter plein de choses, mais ouais. Après, on parlait de se former aussi à l'éthique, à la déontologie, etc. Moi, je me rappelle d'un cours magistral de déontologie et éthique, droit des psychologues, etc. Il n'y avait pas foule en master sur ce thème-là. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a plein de questions. Je voyais qu'on en posait un peu la question du secret professionnel. Alors, on va dire que la question, elle n'est pas répondue. Mais c'est un gros problème parce qu'en fait, finalement, alors déjà, on ne sait pas où chercher l'information. Ou alors, si on sait aller où la chercher, il faut savoir la décrypter parce que, alors on parle de notre jargon, mais alors le jargon juridique, c'est pas mieux. Donc ouais, ça fait partie aussi des choses, je pense, qui devraient être, alors on parlait d'obligation de formation, etc. Pour moi, tous les ans, on devrait refaire passer un QCM sur l'éthique, la déontologie, parce que, ouais, dire à un patient, alors en psychiatrie, en tout cas, j'aime bien l'image
que Nicolas Rintaud, le docteur Nicolas Rintaud propose toujours en disant c'est plus le patient, c'est plus monsieur Untel, c'est en psychiatrie, c'est pas gênant de dire j'ai mon schizo à 15h. En psychiatrie, ça se fait, hein. À moins maintenant, mais c'est plus je vois monsieur Untel à telle heure, je vois mon patient. Et du coup, on a des patients qui finissent par se présenter comme ça. Moi, dans des ateliers de rétablissement psychosocial, il y a des patients qui me disent bonjour, je sais pas moi, Sébastien, bipolaire. Ok, super. Enchanté. Enchanté, moi c'est Sébastien. C'est grave quand même. Je suis pas bipolaire, je pense pas. Et compliqué, mais je pense que cet accès à la formation, c'est quelque chose qui. Mais après, voilà. Pour avoir accès à la formation, il faut aussi le temps de se former. Et des fois, on l'a pas, malheureusement. Il faut les moyens de se former aussi, des fois. Et après, moi, je prends encore mon expérience personnelle en CMPP. Impossible d'avoir le temps de se former. Oublier la formation. C'est impossible. C'est impossible. Parce que c'est divisé en temps on a un temps de préparation de 40% sur notre temps de travail, 60% c'est pour la présence, et en 40% déjà on n'a pas le temps de rédiger les comptes rendus. Donc on n'a même plus le temps de préparer nos séances pour le lendemain, etc. Donc, après, on va prendre l'obligation de formation, elle est aussi là pour nous protéger, parce que si c'est faire pour faire et pratiquer comme on faisait il y a 30 ans, au bout d'un moment, on fait, mais est-ce qu'on est vraiment efficace? Est-ce qu'on se fait plaisir? Et que du coup, on est quand même sur des métiers de la relation, et que finalement, on a besoin de sens. Le patient a besoin de sens, mais nous aussi, on a besoin de cet équilibre. La charge mentale, elle est aussi pour nous. Je crois que le sentiment d'auto-efficacité, c'est la variable numéro 1 de la qualité au travail. Et des fois, quand on a la tête dans le guidon, on ne se sent pas efficace et ça peut. J'en profite. C'est la question de la crise à l'hôpital d'ailleurs. Pourquoi les gens s'en vont? Finalement, c'est le faire pour faire, c'est devenir comme un robot. Enfin, toutes les questions de burn-out, c'est souvent des déséquilibres dans le champ occupationnel sur j'ai fait, mais finalement, je me nourris plus, ou je sais même plus pourquoi je suis là. Ouais, c'est ça. Si vous êtes d'accord, on va basculer petit à petit sur la qualité de vie au travail. Si tout le monde est OK dans le chat, dites-nous si c'est OK. Si vous avez encore des questions là sur tout ce qui est compte rendu, tout ce qui est juridique, tout ce qui est. On essaie d'y répondre si on a la réponse, quoi, tout simplement. Ouais. La question, est-ce que vous êtes heureux au travail? J'en profite en attendant, pendant que il y a Optoys. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Optoys. C'est une solution pour une société inclusive. Donc, on y trouve des jeux pour différents professionnels avec des thématiques, etc. Donc, pour ortho, psychomote, ergo, etc. Et il y a un cadeau à gagner, du coup, pour les inscrits de ce gala. Donc, pas d'inquiétude. On peut participer. On peut participer jusqu'à 13h. Je vais vous mettre le lien dans le chat ici. Hop, je vais mettre ça. Ah non, c'est interdit. Désolé, Alice. Je vais ancrer comme ça. Vous avez jusqu'à 13h aujourd'hui. Donc, allez-y, il faut juste mettre son mail, etc. Et puis après, du coup, il y a un tirage au sort qui est fait entre le 19 et le 21 par l'équipe Optoys directement. C'est un bon d'achat de 50 €. Donc, c'est pas rien. C'est même très bien. C'est hyper cool. Donc, n'hésitez pas. Voilà. On va basculer sur notre qualité de vie au travail. Alors, la première question, moi, que j'ai envie de poser, là, personnelle, parce que je l'ai vécu durant mon expérience, j'étais au CRIP, je ne sais pas si quelqu'un connaît, il y a peut-être même une personne du CRIP qui regarde actuellement. On a eu une journée où on a parlé aussi de la qualité de vie au travail, et un exercice que j'ai trouvé hyper cool. Dites-moi ce que vous en pensez. Si je vous posais la question de comment définiriez-vous la qualité de vie au travail en un seul mot? Si vous avez un mot à dire, ça peut être, je sais pas, respect, ça peut être, peu importe. Dites-nous un petit peu comment vous pourrez résumer ou déterminer une qualité de vie au travail, une bonne qualité de vie au travail. C'est un exercice pas si simple que ça au final. Bien-être, ouais. Ouais, épanouissement, communication. Pour moi, c'est efficacité. J'aime bien me sentir efficace dans ce que je fais. Comme je le disais à Christophe, c'est hyper important, je trouve, le sentiment d'auto-efficacité. Donc, respiration, pas mal celui-là. Plaisir.
J'aimerais bien avoir l'avis des orthophonistes. Donc, on a Audrey, si elle est encore là. Je sais pas, parce qu'elle pouvait rester qu'une demi-heure, je crois. Ah, Je crois qu'elle d'accord. est peut-être Ok. partie. Mince. Bon. Bah, les orthophonistes, un peu. Avoir Nous, du sens. on a beaucoup échangé avec les Utilité. psychologues, les ergos un peu moins, les orthos un peu moins, les psychomotes, oui, pas mal. Est-ce qu'on peut en faire un tour de chat là pour savoir à peu près les professions qu'il y a actuellement dans le chat, les personnes qui sont présentes? Ça m'a une idée aussi de... Yes, cool. Ergo, psychomote, reconversion, psycho-ergo. Et All right. Bon, il y a un peu des cas de profession, hein. C'était le but, ça tombe bien. Yes, c'est parfait. D'ailleurs, j'en profite, Christophe, on avait un peu discuté par rapport à tout ce qui était un peu santé mentale, donc qualité aussi de vie au travail, notamment en lien avec la pratique d'ergo, mais pas que, étant donné que c'est souvent pluri, par rapport au fait de l'évolution un petit peu qu'on peut avoir sur le regard, le parcours santé mental, etc. Est-ce que tu veux en parler maintenant ou... Oh, oui, c'est l'occasion pendant que les uns et les autres répondent dans le chat Yes? sur aussi le fait sur cette question de santé mentale. Avant, c'était un sujet qu'on réservait beaucoup à la psychiatrie, où souvent on est des professions qui intervenaient assez tardivement, quand on était en phase de stabilisation, alors qu'aujourd'hui, on a des demandes de plus en plus où nos professions sont amenées à intervenir dans une logique de prévention, ou en tout cas d'information, les phases prodromiques dans les troubles psychotiques, par exemple. Avant, c'était impensable d'avoir un bilan neuropsycho chez quelqu'un de très jeune. Maintenant, ça devient beaucoup plus courant. Et là encore, sur les demandes, elles viennent de la part des patients qui s'informent, justement, on parlait d'actualisation, qui sont aussi demandeurs d'avoir les meilleures interventions possibles. Donc ça nous oblige, nous, à finalement changer nos regards et puis à nous affirmer dans nos spécificités, dans nos professions. Mais pour le coup, dans cette logique de prévention, moi, en ce moment, j'ai l'occasion de pas mal échanger avec d'autres professionnels sur leur santé mentale, notamment dans le cadre des formations de premier secours en santé mentale. Parce que souvent, les personnes s'inscrivent pour gérer leur public, souvent comme ça, c'est une thématique un peu souvent imposée même d'ailleurs, formation, on a des problèmes de santé mentale, depuis le Covid, c'est devenu un sujet. Donc les professionnels se forment pour être un peu plus à l'aise sur ces sujets. Et en fait, on voit dans les groupes que c'est la santé mentale des professionnels qui vient assez souvent, ça libère la parole en fait de généraliser cette thématique-là qui est vraiment sortie du cadre unique de la psychiatrie. D'accord. non. Dites-nous dans le chat un peu ce que vous en pensez de tout ça. Des ergos notamment. Qu'est-ce qui vous empêche d'être heureux au travail? Qu'est-ce qui hyper important 3 formations par an minimum que je finance. C'est par rapport à la question d'avant. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'on est plus heureux quand on travaille dans une structure ou quand on travaille en libéral? Un peu des deux, il y en a qui à faire les deux. Donc, les deux en même temps. Par exemple, je ne sais pas si Lucie, tu m'entends. On avait discuté de notre appel là, il y a une semaine sur le fait qu'en libéral, tu étais plus épanoui qu'en structure. Je ne sais pas si Lucie, elle m'entend. Je pense Elvin, tu m'entends? C'est possible, elle est toujours là. En libéral. Oh, on a beaucoup en libéral. En libéral. J'entends. Ça n'arrête pas de couper. Ah, c'est mon micro qui coupe? Non, c'est. Ah non, c'est bon, c'est activé. Nicolas est de retour. Yes. Juste pour ramener quelques éléments sur la question de la qualité de vie au travail, elle dépend de la gestion de ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Yes. D'accord? Donc, il y a 6 grandes catégories de risques psychosociaux. Il y a l'intensité et le temps de travail, il y a l'exigence émotionnelle, il y a le manque d'autonomie, il y a les rapports sociaux au travail, il y a les conflits de valeurs et il y a l'insécurité. C'est les 6 facteurs qu'il faut savoir étudier pour pouvoir vérifier si effectivement on est soumis à des risques psychosociaux et donc qu'on a une qualité de vie au travail qui était dégradée. C'était juste pour rappeler ça. Oui. Merci. Merci. Moi, ça m'intéresse énormément. Oui, vas-y, Sébastien. Du coup, comment tu l'évalues, ça? Parce que c'est bien, on a tout ça, mais moi, j'ai pas eu cette chance. Quand j'étais en structure, on m'a jamais, que ce soit les RH, il n'y a jamais rien qui a été fait
Il y a des Il y en grilles. avait plein qui avaient des choses à faire, mais à un moment donné, c'est aussi être un peu en anticipation, quoi. Il y a des grilles, il y a des agents préventeurs, c'est prévu au CHSCT, enfin feu la CHSCT, vous avez des grilles d'évaluation du burn-out, etc. Tout ça, ça existe, hein. C'est des Travail. outils, ils sont à Oui, bien sûr. disposition, mais ils sont peu utilisés. Voilà, c'est ça, c'est peu utilisé. Donc, comment on peut, nous, en tant que professionnels ou en tant que, je sais pas moi, salariés, demander à l'imposer, quoi. Ça fait partie de nos droits aussi de salariés. Mais c'est dans le code du travail, ça existe déjà. Oui, je sais, mais C'est pas une question de l'imposer, c'est une question est-ce que la loi est mise en œuvre? C'est un autre problème. Et il y a beaucoup voilà, donc d'employeurs, ils le reconnaissent volontiers, qui ne sont pas en rapport avec le cadre légal en la matière. voilà, C'est donc c'est sûr. pas une question d'exigence, c'est juste une question de dire Non. c'est dans le droit. Bien sûr, mais c'est l'approche. Comment je vais aller voir? Enfin, je peux, c'est pas le problème. Juste que parfois on se pose un peu la question. Après, quand on est en institution, c'est une chose. Quand on est en libéral, c'en est une autre. Et à ce moment-là, vous avez des auto-questionnaires disponibles sur Internet, hein. Est-ce que vous Oui, bien trouvez sûr. des liens dans le chat? Parce que c'est vrai que de ce que je vois du chat, il y a beaucoup de gens qui travaillent en libéral et pour ceux qui souhaitent Oui, bien sûr. s'auto-évaluer et savoir s'ils sont exposés à des risques psychosociaux, C'est ça. Et, pour et vous Nicole qui, Martinal, j'évoque. par exemple, Nicolas ou Elsa ou je sais Christophe qui, du coup, fait partie d'une asso et qui avait pas mal de réseaux, quels sont de vos membres de l'association, et quelles sont les variables qui entrent le plus en jeu quand on vous parle de la qualité au travail? De quoi se plaignent le plus souvent en fait les membres de votre pratique, quoi, de votre assos? Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Enfin, au niveau de Dans le cadre l'OFL, institutionnel, on a. Pardon. Nicolas, allez-y. Dans le cadre institutionnel, on a souvent des problèmes de conflit de valeurs. Et c'est Mhm. particulièrement ce que disait Christophe tout à l'heure. Le conflit de valeurs aujourd'hui à l'hôpital est terrible. Oui. Puisque il y a une problématique vis-à-vis de la structuration telle qu'elle existe aujourd'hui dans l'hôpital, avec des logiques, on va le dire comme ça, hein, clairement financières. Avec, voilà. Et ensuite, il y a très régulièrement la question du manque d'autonomie, c'est-à-dire qu'il y a énormément de pression, il y a trop de travail, il n'y a pas assez de membres. Voilà, les questions des sous-effectifs et tout y quanti, clairement. Ça, c'est beaucoup, je le trouve, dans le cadre du travail en institution. Dans la question du libéral, on voit plus des éléments, même s'il y en a aussi, mais la notion l'exigence émotionnelle, puisqu'on est en prise directe avec les situations des différentes personnes et on n'a pas la possibilité entre guillemets, de reprendre ça en équipe et ceci comme ci. Donc là, il y a effectivement ces éléments-là. Ça ne veut pas dire que l'exigence émotionnelle n'existe pas dans la structure, hein, c'est pas ça. Mais on a peut-être une plus grande proportion libérale parce que justement, on n'a pas forcément les éléments d'équipe à côté de nous pour pouvoir retravailler ces trucs-là, ces genres de choses, quoi. Ok. D'accord. J'avais une question. Dites-nous dans le chat aussi, est-ce que vous avez rencontré récemment, ou même un peu avant, des problématiques d'ordre un peu, on va dire, qui venaient impacter votre bien-être psychologique au travail, dans votre vie quotidienne, votre qualité de vie au travail, et qui aimeraient évoquer une situation en particulier? Là, on est plusieurs, on peut peut-être essayer d'avoir des pistes un petit peu de comment faire, si quelqu'un a déjà eu la même situation, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Est-ce que quelqu'un a envie d'évoquer une situation en particulier? Moi, par exemple, sans tabou, alors on y va. Je parlais du salaire. Du salaire. Je veux dire, j'ai fait 5 ans d'études, j'arrive, je suis payé 1 600 en hôpital. J'ai pas compris. Et ça, bon, l'argent, ça fait pas tout, mais c'est que ça met le beurre dans les épinards. Et ça a impacté ma qualité de vie au travail, bien sûr, parce que l'argent, c'est quelque chose d'objectif qui donne de la valeur à notre travail aussi, quand même, un minimum. Et moi, je sais pas ce que vous en pensez. Quand je vois que dans d'autres pays, un psychologue, il est payé 4 000, 5 000 euros et que nous, on est à diviser par 3, ben, ça impacte ma qualité au travail. Oui, bien sûr, parce que je me sens moins reconnu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui. Vas-y, Elsa. Mais... Non, parce que c'est juste une anecdote, mais même en France, sur les systèmes hospitaliers, si parmi vous et aussi dans le chat, des personnes travaillent en système hospitalier français, quand vous êtes contractuel, il y a plusieurs grilles possibles.
Et du coup, de façon complètement arbitraire, vous pouvez vous retrouver sur une grille alors que votre voisin qui fait exactement le même métier est sur une autre. Du coup, vous ne passerez pas les échelons à la même vitesse. Et pour certains, c'est avantageux. Pour d'autres, c'est très désavantageux. Et pour l'instant, à ma connaissance, mais peut-être que Nicolas en aura davantage, je ne connais pas de personnes qui ont été au tribunal administratif pour dénoncer ça, toute profession confondue. Mais du coup, ça pose la question, c'est comment, quand vous arrivez dans un poste en milieu hospitalier, quelle grille est choisie et pourquoi celle-ci et pas une autre? Le problème, c'est que ce n'est pas illégal. C'est ça. De la même façon que tout ce qui est repris n'est pas une obligation. Mais du coup, ça pose la question, c'est pourquoi certains vont avoir la reprise et tout. En fait, ça floute. Parce qu'ils ne sont pas arrivés au même moment et que ce n'était pas le même RH. Et ça floute sur la question des discriminations finalement à l'arrivée, parce que vous n'avez pas de suivi sur ça. Les choix de qui et pourquoi ne sont pas affichés. Et du coup, est-ce qu'on découvrira dans quelques années des grandes discriminations pour certaines populations et pas pour d'autres? Je pense qu'il y a une vigilance à avoir et surtout des discussions parce que l'argent, les grilles salariales sont tabous en France. Mais ça, c'est des choses qu'il faut voir avec les centrales syndicales. Ouais. Directement. Parce que la problématique, il y a quelques années, je ne sais pas si vous en avez entendu, vous rappelez, mais il y a eu la grande conférence de santé. Il y a à peu près, on était encore sous François Hollande, alors c'était à Mathusalem, hein. Mais on a eu plusieurs professions, les ergots, les psychomotes, etc., qui ont dit qu'il faut arrêter de ne pas récupérer, de faire en sorte que les professionnels ne récupèrent pas leur ancienneté. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, il y a des structures qui vous recrutent, ils sont super contents, vous avez 20 ans d'expérience, c'est pour ça qu'ils vous prennent, et ils vous octroient royalement 5 ans d'ancienneté. Voilà. Et le problème, il est là. Le problème, c'est que ce sont des notions de RH qui sont basées plus sur la notion de ressources que sur humaine. C'est tout. Et si vous voulez faire bouger les choses, il faut voir avec les centrales syndicales. Merci c'est pour pas cette solution. C'est pas pas le rôle des syndicats professionnels de faire ça. Même au niveau, personnellement, je ne connais pas assez la jurisprudence, mais est-ce qu'il y a eu des cas par le passé de personnes qui ont comment dire, pas déposé plainte, mais qui ont entamé une procédure face au fonctionnement RH hospitalier qui peuvent être un appui si d'autres personnes souhaitent faire de même? Oui, quand il y a des cas particuliers, on a eu il n'y a pas très longtemps, par exemple, une personne qui est restée à peu près 30 ans en CDD. Voilà. Mais c'est des cas extrêmement rares parce que vous avez une machinerie qui est très puissante en face et qu'on est en France, à titre de comparaison, par le système hospitalier, est le plus lourdement armé administrativement par rapport aux autres pays européens, par exemple. Je crois que c'est 30 ou 40% du budget de l'hôpital, c'est l'administration. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ouais. Donc, voilà, vous avez une lourdeur. On ne va apprendre personne que la France meurt de son administration. Tout le monde le dit, même au plus haut niveau de l'État. Donc, le problème, il vient de l'administration et du fait que l'administration est d'une lourdeur sans nom et qu'au lieu de s'alléger, elle s'alourdit. Mais ça, c'est une considération personnelle. Est-ce que ça veut dire que les psychologues ou les autres professions du milieu hospitalier n'ont pas vraiment de recours et doivent décamper? J'ai pas dit ça. Je me doute. Mais ça pose la question des contre-pouvoirs pour les professionnels, parce que c'est l'essentiel. Ça pose surtout le problème de l'attractivité des professions de santé, d'une façon générale. Il y a un phénomène à laquelle ils sont confrontés, je parle du pouvoir public, c'est leur gros problème, c'est la pénurie d'aides-soignants et d'infirmiers. Et pas simplement, il faut bien comprendre que ce n'est pas simplement pour une question strictement financière, bien sûr qu'elle a de l'importance, la question financière, mais il y a surtout le fait que les modalités de sélection pour entrer dans ces professions ont été modifiées et qu'aujourd'hui, l'aspect motivationnel dans la formation n'est pas suffisamment pris en compte, d'une, et que de deux, les premières expériences de terrain sont souvent très violentes. Donc les gens s'en vont. Hein. Vous avez 20% des effectifs d'infirmiers qui s'en vont en fin de première année. Mais ça c'est des chiffres récents ou c'est une constante? Oui. Non, c'est des chiffres qui sont en évolution, qui ont été accentués par la mise en place du système dit Parcoursup. Bon, en tout cas, c'est avec qui que je parlais? C'est avec Lucie. Je ne sais pas si elle nous entend, si elle arrive à communiquer, mais si je normalement, j'ai activé. Attends, est-ce qu'on peut voir si elle peut reprendre la parole juste une seconde?
Parce oui, que j'ai activé son si on micro fait comme ça. et ça marche pas, mais je comprends pas pourquoi. Elle n'arrive pas à se. Après, on dit qu'il y a beaucoup d'administratifs, qu'il y a une lourdeur. Il y a une lenteur aussi, hein, quand même, parfois. Je veux dire, moi, des fois, Je vous entends. c'est Attends, compliqué pour avoir ça un marche pas. document, ça prend un temps dingue, alors que il peut y avoir 6, 7, 8 RH au sein du système, mais il n'y en a pas un qui sait. Enfin bref, après, c'est d'autres problématiques encore, mais Oui, c'est ça. Et sachant que le système hospitalier en France subit quand même des transformations avec des regroupements, les groupements hospitaliers de territoire, où les niveaux de décision sont devenus de plus en plus lourds. Ce que disait Nicolas sur l'administration, finalement, même l'autonomie des décideurs, des RH en local, en fait, a diminué. Donc, pour être réactif face à des besoins finalement très concrets du terrain, et ben en fait, on en perd. Donc, je vois. c'est aussi une des sources de fuite. Aussi, en aval, il y a en amont l'intégration de nouveaux professionnels, et puis bah, en aval, des anciens qui disent non, mais c'est plus comme avant, je m'en vais. C'est aussi c'est un des effets. Il y a plusieurs facteurs, comme toujours. Si je prends l'AP-HP, alors c'est pas que c'est les mauvais élèves, hein, mais je travaille avec plusieurs structures de l'AP-HP, donc certains hôpitaux qui sont regroupés sous le sigle AP-HP, et chaque hôpital, pour la même démarche, c'est complètement différent. Et j'essaie de trouver la personne qui pourrait me dire, bah voilà, ok, je prends la décision pour l'AP-HP, c'est impossible, ça n'existe pas. Et il n'y a rien qui est nivelé au sein même d'un groupement hospitalier, ce qui n'est pas le cas pour tous les groupements hospitaliers. Ouais. On nous dit, bah voilà, là ici ça va fonctionner comme ça, pour l'autre hôpital ce sera pareil. Du coup, le mieux, bah, c'est que je te monte à la jonction en fait. Et là, du coup, on se dit, ok, là d'accord, on a simplement fait en sorte d'avoir une hiérarchisation pour faciliter les communications. Mais ouais, non, c'est pas parce qu'on est beaucoup au niveau administratif que ça fonctionne mieux, je trouve. Pour en Même... revenir au sujet, il y a un autre élément qui est très important dans les activités qui sont les nôtres, c'est ce qu'on appelle la valorisation du travail indirect. C'est-à-dire que lorsque l'on travaille, on a le travail clinique, c'est-à-dire au chevet du patient, au sens étymologique du terme, où on est en présence du patient. Mais on a tout le travail indirect, c'est-à-dire le travail que l'on fait pour rédiger, le travail que l'on fait pour discuter, pour prendre des contacts avec d'autres professionnels, etc. Et le problème, c'est que très souvent, ce travail indirect n'est pas rémunéré. Il n'est pas valorisé. Ce qui veut dire qu'en fait, vous avez un certain nombre de professionnels qui disent c'est cool, je travaille gratuitement. D'accord ? Lorsque vous êtes en libéral, ce travail indirect, il est censé être couvert par ce que vous demandez comme émolument au regard du service que vous rendez. Mais dans les hôpitaux, etc., le travail indirect, souvent, il n'est pas considéré. Très, très souvent. Et donc ça, c'est un motif de grogne qui est quand même considérable, parce que vous avez un certain nombre de professionnels qui, au dehors, en plus des éléments qu'on a pointés tout à l'heure, ont le sentiment qu'ils travaillent gracieusement, souvent. Du coup, je rebondis sur ce que tu dis, Nicolas. Bah, nous, on a beaucoup parlé de rédaction parce que c'est le but de notre logiciel et donc on a posé des questions ciblées là-dessus. Et la rédaction, c'est ce qui revient le plus souvent. Quand on parle de ce travail indirect, là, Nicolas, moi, je prends encore mon expérience, je travaille avec des psychomotes en CMPP. Une fois, elle est revenue en pleurs parce qu'elle n'avait pas assez de temps de rédiger, elle était en panique et que la direction lui demandait il faut donner les bilans parce que si tu donnes pas ton bilan, on ne peut pas passer à la suite. Donc il faut que tu nous donnes ton bilan. Et elle était à 5-6 bilans, 6 heures pour rédiger un bilan. C'est horrible. Donc effectivement, là, je pense que sa qualité au travail, elle était impactée de manière Directement. C'est une forme d'injonction paradoxale, du coup, de dire tu dois avoir tant de patients, faire tant d'actes, mais en même temps pas d'espace pour le faire jusqu'au bout, c'est-à-dire écrire, rédiger. En CMPP, il y a en moyenne 1 an et demi d'attente pour une inscription. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est les psychologues qui rédigent, qui font les inscriptions en CMPP avec le psychiatre, mais c'est eux qui rédigent l'inscription. Mais on a tellement de rédaction qu'en fait, on n'a pas le temps de rédiger, on n'a pas le temps de faire rentrer les enfants et du coup de faire réduire cette liste d'attente, quoi. Enfin, moi, je l'ai vécu personnellement et c'est incroyable. C'est incroyable. Oui, il y a des centres, pour avoir vu quelques annonces et des retours d'expérience, il y a des services de soins de suite où les plannings ne sont pas faits par les psychologues ou psychomotes. En gros, c'est le cadre qui fait les plannings ou la cadre. Et il n'y a pas de temps de rédaction. En gros, la personne, les professionnels reçoivent en non-stop. Et la semaine est bookée comme ça. Du coup, la question, c'est du coup, quand est-ce que les personnes rédigent? Le week-end. C'est nécessairement en dehors de leur temps de travail, alors que c'est pas où elles sont obligées de faire des heures sup.
Or, il y a un contrôle selon les institutions assez strict sur l'autorisation à faire des heures sup ou non. Et du coup, oui, en effet, ça pose pas mal de questions sur la qualité au travail et puis le temps qu'on a à travailler correctement. Alors que justement, quand on compare avec d'autres pays à l'étranger, pour rester sur les ergots notamment, on voit que dans des pays anglo-saxons, le temps de rédaction, le temps de préparation est pris en compte. Et ça les fait rigoler quand on leur raconte comment nous, on travaille en France, le nombre de patients qu'on va avoir dans la semaine, et de voir finalement, on est dans le faire, et du coup, d'avoir de la place sur la réflexion dans l'action, d'être plus dans l'agir, c'est finalement pas très français. Donc finalement, on est très productif avec nos 35 heures, finalement, parce qu'on en fait plus que ce qui est possible de faire dans ce cadre-là. C'est ça. On se retrouve à rédiger le vendredi soir, le samedi, le Mm. dimanche, pendant les vacances, alors qu'on travaille en secteur, enfin dans une assoce ou quoi, on n'est pas en libéral. Et ça, c'est quand même pas trop cool pour nous. Moi, si je parle un peu de mon expérience, perso aussi, j'ai eu un nombre assez important de comptes rendus en retard et je vous avoue 18. que ouais, c'est ça, c'est du jamais vu, hein, c'est beaucoup, hein, c'est énorme. Et c'est en partie, bien évidemment, je suis aussi responsable de ça, mais je suis aussi dans un système qui fait que bah, j'étais obligé un peu de faire plusieurs bilans, etc. Et des fois, tu te fais happer et bouffer par tout ça et tu te retrouves à être dans un brouhaha total. On en profite qu'il y a Sébastien Serlet qui est avec nous, en parlant un peu de peut-être d'outils qui peuvent aussi un petit peu optimiser notre pratique, optimiser un peu notre qualité de vie, Dynamiser, ouais. dynamiser un peu le quotidien. Dynamiser, oui. Optimiser, je pense que. Non. Moi, je suis un peu. Après, c'est un des problèmes aussi, c'est que je suis partisan de plus je passe de temps avec mon patient, plus j'ai la possibilité de découvrir des choses sur lui, etc. Donc, forcément, ça va être un peu à l'encontre de ça. Alors, on en avait parlé au téléphone il y a quelques temps avec Yanis sur le temps pour les bilans, etc. C'est-à-dire que là, moi, où j'ai travaillé en institution, voilà, le temps pour mes bilans, il était très conséquent, sachant que voilà, j'avais un suivi de patient à long terme, donc j'avais largement le temps de pouvoir remettre la main dans le bilan, remodifier des choses, ajouter. C'est-à-dire que le bilan à la fin, enfin, mon compte rendu à la fin de mon bilan, il était tel qu'il était, mais quand le patient partait, je redonnais à nouveau son compte rendu qui avait triplé, quadruplé de volume parce que j'avais eu le temps d'ajouter des éléments, les suivis, etc. Donc voilà. Donc, je pense que alors, tout ce qui est bien-être, tout ça, on peut tout regrouper sur plein d'autres aspects, etc. Nicolas disait à juste titre que c'était le problème de l'autonomisation, un petit peu aussi du choix des outils, des choses qu'on nous impose parfois. Et je trouve qu'on nous impose beaucoup de choses au niveau des outils qu'on doit utiliser, etc. Et je trouve ça vraiment dommage qu'on nous impose des choses alors qu'en fait, si on avait plus de liberté ou qu'on savait où aller chercher certaines informations, on pourrait se munir d'outils beaucoup plus puissants pour notre pratique. Et donc voilà, c'est pour ça que nous, on a créé des outils pour aider le diagnostic, alors pas pour le rendre plus rapide, oui, dans le sens où au niveau de la cotation, tout ça, il faut essayer d'automatiser au maximum parce que il y a des choses qui, pour moi, peuvent être totalement automatisées, qui ne nous font pas perdre du temps avec le patient. La cotation, pour moi, ce ne sont pas des choses qui sont, d'un point de vue clinique, essentielles. Alors, essentiel qu'on le fasse à la main. C'est ça que je veux dire. Donc, ça, pour moi, ça fait partie des choses qui sont vraiment, vraiment intéressantes. Après, c'est l'outil dans lequel on va travailler. Maintenant, cette question de cotation, ça va être encore un tout petit peu différent. Mais donc, nous, ce qu'on a développé, ce sont des outils, alors réalité virtuelle mais sans casque, et on met les patients dedans et tout simplement on leur permet de montrer comment ils fonctionnent au quotidien. Alors du coup, forcément, en termes d'information, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Donc, si vous voulez raccourcir vos comptes rendus, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Par contre, sur la qualité du contenu que vous allez pouvoir avoir, là, ouais, effectivement, ça va être quelque chose qui va être très très intéressant. Après, c'est toujours le problème de cet équilibre. Plus on a de temps avec le patient, plus on va avoir besoin de rédiger, etc. Mais en même temps, si on a beaucoup de temps de rédaction, c'est qu'on a moins de temps avec le patient. Donc,
l'équilibre doit être fait. C'est exactement ça le mot. Et je pense que c'est aussi parfois une question d'optimisation. L'optimisation C'est dans vrai. l'usage des outils, dans les cotations, etc. Je pense qu'on peut optimiser beaucoup de temps à ce niveau-là pour garder beaucoup plus de temps avec le patient. Je vois qu'il y en a qui mettent du 6 heures pour écrire des comptes rendus, etc., etc. Alors, je trouve ça aberrant parce qu'il y a, pour différentes raisons, c'est que déjà, soit il y a eu une mauvaise optimisation du temps, et si c'est du temps en plus, là, c'est une mauvaise optimisation du temps de travail des institutions. Voilà. Moi je comprends pas comment 6 heures pour écrire un bilan. C'est des choses que Après, moi, je sais pas, j'ai jamais mis 6 heures. Enfin, si, mais sur plusieurs mois, parce que je suis mes patients, mais ouais, je pense qu'un bilan doit s'écrire étape par étape. Après, c'est sûr que si vous attendez d'avoir terminé, bon, ça c'est encore un autre débat, hein, c'est une façon de faire. Mais voilà. Après, encore une fois, ça va dépendre des outils qu'on a à notre disposition. Mais voilà, plus on a des outils qui vont être plus puissants, ils vont nous apporter des informations, plus ça va augmenter la charge de travail annexe. Mais en même temps, on sera aussi beaucoup plus précis. Donc, un bilan de 6 heures, un compte-rendu tapé de 6 heures, il doit être excessivement complet. Je suppose, j'espère d'ailleurs. J'espère. Après, nous, moi en Belgique, j'étais formé en France, mais j'ai aussi été formé professionnellement en Belgique. C'est ce qu'on disait Yanis, on a été formé à vraiment une neuropsychologie intégrative, avec le plus d'éléments possibles venant de la part des ergots, des psychos, des logopèdes, orthophonistes, etc., pour vraiment venir. En gros, c'est même pas mon bilan à moi à la fin, c'est le bilan de toute l'équipe, parce qu'on intègre des informations qui sont vraiment essentielles pour nous. Et après, voilà, on a cette chance, nous, en tout cas, là où j'ai travaillé, moi, et en Belgique, j'ai un peu comme de manière générale, qu'on nous laisse quand même beaucoup de liberté par rapport à ça, pour le choix des outils. Oui. Notre statut aussi, on est cadre, vraiment, mais là, c'est respecté sur le plan de l'organisation du travail, aussi sur le plan du salaire. Désolé pour Yanis, par exemple. mais voilà, je veux dire, tout est respecté là-dedans, quoi. Le statut, les missions, l'organisation du temps de travail, le salaire, donc forcément tout ce qui est. Oui. Alors, je parle pour moi, bien-être, tout ça. Moi, voilà. Mais j'avais aussi, surtout, c'est le choix des outils que je voulais utiliser, et je pense que ça va jouer sur beaucoup de choses. La façon dont vous allez pouvoir faire vos comptes rendus, la façon dont vous allez pouvoir utiliser des outils, que ce soit de réalité virtuelle ou de test, papier, crayon, peu importe. Ça va augmenter votre qualité de vie dans le sens au travail, dans le sens où vous allez pouvoir enfin devenir acteur de votre propre pratique, et on ne va pas simplement vous envoyer des patients en disant bah voilà, il y a ça à faire. Et voilà, c'est reprendre cette liberté sur ça. Voilà. Du coup, on est tous d'accord que ce qu'on aime, pour la plupart, c'est la rencontre avec le patient, passer du temps à régler une problématique. Elle est là aussi notre expertise. La rédaction, c'est important, mais je parle encore personnellement, c'est pas le truc que j'aime le plus. Et effectivement, par exemple, comme tu disais, rédiger les résultats là, 89 au-dessus de la moyenne, c'est pas là où notre expertise, c'est pas là où il y a notre expertise. Donc, le but, c'est si on passe moins de temps dans la rédaction, c'est peut-être d'en passer plus avec notre patient et plus à se former ou à tester de nouveaux outils, ou alors à vulgariser, ou à créer du contenu, ou à échanger avec des pros. Donc, on est tous d'accord là-dessus. J'avais une petite question pour est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà utilisé des solutions digitales, numériques dans leur quotidien pour essayer d'améliorer leur qualité de vie au travail, leur quotidien, hein, tout simplement. Et puis, même certains outils d'évaluation peuvent intégrer du digital. On voit maintenant, je pense surtout aux outils Ergo que je connais, mais du coup, on voit maintenant des outils qui intègrent aussi une partie de pré-rédaction parce que l'informatique permet cela. C'est aussi pour donner un peu une note d'espoir, de se dire que les outils évoluent et que là encore, l'informatique nous aide à gagner du temps, nous aide aussi à restituer. Là encore, d'avoir des choses très visuelles, ça aide aussi à rendre accessible. Je vais me faire le gros avocat du diable. C'est très bien d'être passé sur le numérique. Je trouve juste dommage, avec les moyens qui ont été mis, de faire ça, d'avoir... Alors, je vais prendre un gros raccourci, mais d'avoir simplement scanné ce qui existait déjà et de ne pas s'être reposé la question
de la place du patient et de la place du testing de cette façon-là dans la prise en charge. Trop souvent, je rencontre des collègues qui ont plutôt tendance à baser leurs hypothèses sur un testing. C'est-à-dire qu'en fait, au début, ils partent, ils ne savent pas du tout ce qu'ils vont faire. Ils font les batteries, boum, et après seulement ils rédigent leur anamnèse ou ils rédigent leur hypothèse. Or, c'est l'inverse qui doit être fait. C'est à partir de l'anamnèse, des discussions avec les patients, qu'on doit déjà avoir une hypothèse. Et normalement, si on fait bien son travail, qu'on a posé les bonnes questions, que c'est bien structuré, cette hypothèse, on a déjà fait 90% du travail. Mais trop souvent, on a tendance à laisser les tests dire et après, on doit revenir en arrière. Normalement, à la fin de votre anamnèse, vous avez déjà écrit votre pré-compte rendu, vous avez une hypothèse et il faut la vérifier ou pas. Et donc, du coup, les outils, le problème aujourd'hui, c'est qu'on est devenu, mais vraiment, hein, c'est même pas moi qui utilise ce terme, c'était feu Martial van den Linden, on est devenu dépendant des tests. Dans toutes les professions, on est devenu dépendant des testings. Or, c'est pas ça le cœur même de notre profession. Et du coup, c'est pour ça, je pense que nos comptes rendus, ils nous prennent du temps parce que, on fait les choses à l'envers, a posteriori, la reconnaissance et les faire a priori. On fait notre bilan, on fait notre anamnèse, on fait notre entretien clinique avec notre patient, on pose notre hypothèse. Et après, le test doit simplement venir affirmer ou pas notre hypothèse et apporter. Et après, cette conclusion, elle doit se faire. Voilà, d'après les éléments cliniques rapportés par le patient, l'observation comportementale, cognitive, etc. On estime qu'il peut y avoir telles problématiques qui peuvent se mettre en place, répercussions dans le quotidien. Et là, vous allez avoir toutes les réponses déjà à toutes les questions que votre patient va se poser parce que vous lui avez posé clairement les questions sur son quotidien, le retentissement émotionnel, etc., etc. Et déjà, votre prise en charge, elle se dessine déjà en filigrane dans votre compte rendu, dans votre anamnèse. Et seulement à la fin, dans ce bilan, dans cette conclusion, parce que je vois qu'il y en a qui posent déjà la question de cette conclusion, tout doit déjà être là. Le patient, quand il relit l'anamnèse, il doit se retrouver. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir se dire, ah ouais, tiens, effectivement, j'avais parlé de ça, du retentissement dans mon quotidien, etc. etc. Le compte-rendu, les cotations, etc. Tout ça, pour moi, c'était tout automatisé. Je ne me prenais même plus la tête. Ça m'avait pris du temps, mais... Après, j'aimerais faire deux remarques. Alors, les tests, en effet, l'objectif, ce n'est pas du tout d'essentialiser le patient par les tests. Néanmoins, avoir une norme, ça permet aussi d'éviter de se faire ses propres normes qui sont parfois fausses. Je prends le cas des HPI, avec le gros biais de sélection, où dans les cabinets, pas que libéraux, mais aussi en institution, les gens se sont fait une norme qui était basée sur leurs expériences et pas basée sur une réalité. Et du coup, on a eu une mouvance de grand n'importe quoi ceux qui ont un haut potentiel ont tel type de caractéristiques. Et ce sont des neuromythes qui font encore du mal aujourd'hui, parce que je pense qu'en cabinet, on rencontre encore de personnes qui viennent en pensant être haut potentiel, alors que leur vraie problématique, ça va être une forte anxiété, une angoisse scolaire, mais parce qu'il y a eu ces biais de sélection et aucun comparable possible avec une norme, en tout cas à ce moment-là, puisqu'après il y a eu des études rétroactives qui ont été faites, qui ont complètement démenti par l'équipe de Grégoire, justement en Belgique. Donc les tests ne doivent pas essentialiser, mais il y a un besoin de pouvoir comparer à la norme ce qui est normal ou pathologique, mais ça, je pense que c'est une porte enfoncée, une porte ouverte. Le deuxième point auquel je voudrais réagir, c'était... sur les tests, en ce moment, il y a, en tout cas en neuropsychologie, mais ça doit être un peu pareil dans les autres professions, le fait qu'il y a de plus en plus, justement, peu d'accès à ces normes. On propose des tests en ligne qui sont assez rapides parce que le compte-rendu se rédige automatiquement. Par contre, si vous voulez aller voir les normes derrière, comment le test a été normé, quels sont les biais de ces normes, quels sont les points de vigilance. En fait, vous n'avez pas accès à cette littérature en arrière-plan. Et du coup, vous devez faire complètement confiance aux prestataires qui facturent relativement cher la passation des tests. Je pense notamment au greffe qui part sur cette dynamique-là et puis
qui embarque pas mal de professionnels qui créent ces normes, enfin ces tests et les normes qui vont derrière. Et du coup, ça pose beaucoup la question de l'autonomie des professionnels dans en fait, l'interprétation même du test, puisqu'ils n'auront plus accès à ça. Voilà, des points de vigilance qu'on va évoquer aussi pendant le CNNC parce que ça nous interpelle et ça inquiète sur comment on pratique notre métier par l'avenir. C'est la date du CNNC? C'est la question de la boîte noire qu'on a dans plein d'outils, que ce soit même des eye trackers, etc. C'est la question de qu'est-ce qu'il y a derrière, comme tu dis. Ogreffe a fait son choix. C'est un choix... je vais parler là, juste en mon nom. Hein. Je pense que c'est un choix business parce qu'ils savent très bien, et à juste titre, hein, moi qui construis aussi des outils là-dedans, c'est de se dire, bah, ok, super, je fais un outil, mais qui est vendable, qui doit me faire gagner ma vie. Et d'un autre côté, d'un seul coup, tout le monde se rend compte que tout le monde scanne, tout le monde photocopie, tout le monde se prête les tests. Je veux dire, il existe des réseaux